Oh les beaux jours, le podcast des frictions littéraires. POL, 40 ans d'édition. À l'occasion des 40 ans de la célèbre maison d'édition, rencontre avec l'écrivain et éditeur Frédéric Boyer et les écrivaines Marie Dariussec, Liliane Giraudon et Lucie Ricot, animée par Élodie Caraki. Et enregistré en mai 2023 au Théâtre de la Criée à Marseille lors de la 7e édition du festival Oh les beaux jours. Bonjour à tous, merci d'être là nombreux pour cette rencontre qui fête les 40 ans des éditions POL et qui réunit Marie Dariussec, Lucie Ricot, Frédéric Boyer et Liliane Giraudon. Bienvenue à tous les quatre. Je vous présente en quelques mots. Frédéric Boyer, vous avez succédé à Paul Oczachowski-Lawrence à la tête des éditions POL suite à sa mort en janvier 2018. Vous étiez auparavant éditeur chez Bayard. Vous êtes aussi écrivain jusqu'en 2018 chez POL puisque vous vous êtes viré vous-même, dites-vous, en prenant la tête des éditions. Vous êtes poète, vous êtes traducteur. Votre premier livre chez POL, c'était en 91, c'était La Consolation. Il y en a eu bien d'autres jusqu'au dernier, donc en 2018, et peut-être pas immortel. Et parmi vos traductions, on peut citer Kama Sutra chez POL en 2015, et puis plus récemment chez Gallimard, Le souci de la terre en 2019, une nouvelle traduction des Géorgiques d'Ovide, et Évangile l'année dernière. Marie Dariussec, vous êtes autrice chez POL depuis toujours, depuis Truisme, ce premier roman retentissant paru en 96. Vous aviez 27 ans. Truisme s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Il a été traduit en une trentaine de langues. Vous n'avez plus quitté cette maison où tout a commencé par ce manuscrit envoyé par la poste. On suivi une vingtaine de publications, des romans, des récits, des traductions aussi. On peut citer Naissance des fantômes, Clèves, Il faut beaucoup aimer les hommes, Prix Médicis, La mer à l'envers et jusqu'au dernier en date, Pas dormir, c'était en 2021. Liliane Giraudon, vous êtes poète depuis La Réserve en 84 jusqu'à Polyphonie, Penthesilée en 2021. C'est 18 livres qui ont pris place chez POL sous votre signature. Votre œuvre a aussi une dimension extrêmement collective à travers les revues, Action poétique, et puis Banana Split et Yves, fondé à Marseille avec Jean-Jacques Vuitton dans les années 80 et 90. Et puis cette œuvre s'élargit aussi à la lecture publique, aux expositions, aux ateliers, à la vidéo. Et puis il y a aussi le théâtre avec des collaborations avec Robert Cantarella notamment. Enfin, Lucie Ricot, 3e génération POL, en tout cas telle qu'elle se présente ce matin. Je reprends les termes du site de la maison. Vous vivez entre Aubervilliers, où vous écrivez des films, Perpignan, où vous écrivez des livres, et Clermont-Ferrand, où vous enseignez jusqu'à il y a peu la création littéraire. Vous êtes vous-même passé par le master de création littéraire de Paris 8, qui vous a amené à publier votre premier roman chez POL, Le chant du poulet sous vide, en 2021, et le deuxième, formidable et réjouissant, GPS, c'était l'année dernière. Ces 40 ans, ils sont fêtés partout par tous les lecteurs, les amateurs, les critiques, les libraires, les programmateurs, si bien qu'on se demande combien nous sommes finalement à avoir perdu Paul Oczachowski-Lawrence et à vouloir saluer son travail et la poursuite de son travail. J'étais à la Comédie du Livre de Montpellier il y a une quinzaine de jours et je croisais l'équipe et les auteurs POL ici et là, ne se quittant pas ou peu, jusqu'à une petite scène où nous les avons vus tous monter pour chanter avec Emmanuelle Bayamaktam, autrice POL, qui est là aussi, et bien qu'ils voulaient tous mourir sur scène devant les projecteurs. Et voilà, et dans les rires, dans la fête, on devinait bien, voilà, les liens forts et heureux qui font cette maison, qui font cette aventure que nous sommes tant à admirer. Je voulais, avant de poser ma première question à Frédéric Boyer, juste saluer la parution d'un livre POL Futur Ancien Actuel qui a paru aux Presses du Rel et qui m'a été d'une aide vraiment précieuse pour cet entretien. Frédéric Boyer, peut-être qu'on peut commencer en retournant à 1982 et peut-être juste à deux aspects. D'abord, Paul Oczachowski-Lawrence, à ce moment-là, est loin d'être sans expérience. Et puis, le deuxième aspect, c'est qu'il a rencontré Georges Perec, qu'il a publié chez Hachette dans une collection qui portait déjà son nom. Est-ce que vous pouvez revenir à cette année-là ?
Non, très bien. Effectivement, donc Paul Oczachowski crée sa maison en 1983, mais il est déjà éditeur depuis le début des années 70. Il a été stagiaire chez Christian Bourgois et ensuite il a l'occasion de créer, jeune d'ailleurs, une collection qui s'appelle Texte chez Flammarion, où il va publier des auteurs comme Marc Cholodinco, Bernard Noël et beaucoup d'autres auteurs d'ailleurs qui le suivront après les années suivantes et jusqu'à d'ailleurs lorsqu'il créera sa maison en 83. Et puis effectivement, vous l'avez dit, il crée sa collection chez Hachette POL, où il publie des auteurs aussi comme Charles Julier qui le suivront après et d'autres, et notamment après sa rencontre avec Georges Perec, il publie des livres de Georges Perec et notamment La vie mode d'emploi, qui a le prix Médicis. Et Georges Perec mourra en 82, je pense, c'est ça, oui. Et Paul, en quelque sorte, dédiera la création de sa maison à sa mémoire, puisque le logo des éditions POL est inspiré de l'œuvre même de Georges Perec, puisqu'il s'agit pardon, je suis fatigué. Il s'agit du jeu de Go, mais ça apparaît je crois au chapitre 96 de La vie mode d'emploi, où le narrateur découvre sur le palier de l'immeuble qui est le sujet et qui est le personnage en quelque sorte de ce livre, découvre 7 pastilles de marbre blanc et gris dans une certaine position qui est la position du co, c'est-à-dire la position de l'éternité, et Paul prendra cette figure comme logo de la maison d'édition. Voilà. Mais effectivement, c'est déjà un éditeur confirmé, déjà un éditeur qui a publié de nombreux auteurs, qui s'est intéressé de façon très ouverte à différentes écritures. Quand il crée sa première collection de textes, on est dans les années 70, hein, donc il faut se souvenir de ça pour ceux qui peuvent s'en souvenir comme moi. Dans les années 70, effectivement, la littérature, il y a toute une effervescence quand même sur la question formelle, poétique, et sur les écritures, sur la question du texte. Et Paul va entrer là dans cette discussion-là, et ce qui est assez remarquable, c'est que il aura une curiosité pour toutes les écritures, pour tous les textes, pour toutes les recherches formelles, de façon très large. Et je crois qu'il va inventer quelque chose qui lui est propre, qui est très singulier et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, en tout cas qui s'est poursuivi après quand il a créé sa maison. Et c'est ce qui va faire que finalement il a créé une maison qui est relativement unique, puisqu'il abrite des écritures différentes et en même temps il y a quelque chose qui les unit, ou en tout cas il a réussi sous ce logo POL à créer une forme de communauté d'écriture, de texte, d'intensité, et en même temps qui permet une curiosité très large, puisque on va citer quelques auteurs, mais il y a des auteurs aussi très différents, des expériences d'écriture très différentes. Et il a fondé sa maison aussi sur 2 choses, moi je dirais. D'abord la prise de risque, c'est-à-dire que il a toujours décidé par désir de publier un texte, une œuvre ou quelqu'un, et en même temps la patience et la fidélité, puisqu'il s'est toujours engagé auprès d'un auteur pour que cet auteur puisse avoir la possibilité de compter sur lui, de compter sur cette maison, et d'inscrire une œuvre dans le temps. Et tous les auteurs dont on parlera, les autrices qui sont ici avec moi, celles et ceux qui sont dans le public aussi, il a permis à chacun de prendre le temps de découvrir son propre travail d'une certaine façon, de le faire grandir, de le diversifier, et c'est ce qui fait que cette maison, vous parliez de communauté, c'est ce qui fait qu'effectivement il y a un esprit dans cette maison qu'on essaie d'entretenir, un esprit de communauté,
Voilà, d'identité aussi. On va reparler de cette communauté, de cette fidélité. Liliane Giraudon, peut-être avoir aussi votre témoignage, puisque vous êtes dans cette maison depuis presque le début. Est-ce que vous pouvez aussi nous décrire peut-être ce contexte éditorial de cette fondation? Leslie Kaplan, dont le premier livre a été dont L'excès d'usine a été le premier livre de la maison, se souvient des premières années, de l'enthousiasme de Paul Oczachowski-Lawrence, mais elle disait aussi d'où une certaine précarité, d'où aussi le doute, non pas sur ses choix, mais sur l'avenir, une inquiétude qui va avec une certitude quant au fond. Est-ce que vous pouvez nous reparler de cette inquiétude et aussi de cette certitude chez lui? Moi, je pense, plutôt que le mot certitude, je préfère le mot incertitude, compte tenu de ce que c'est que l'édition et ce que c'est que l'édition par rapport, on peut dire, à un système économique qui s'appelle le capitalisme. C'est-à-dire que si tu gagnes pas de l'argent, tu en perds. Bon, c'est même pas établir les comptes. Bon, et ça, je pense que beaucoup de poètes, puisque je suis classée plutôt dans les... J'ai vu dans le programme que j'étais poétesse marseillaise. Ça m'a vraiment gonflé, je peux vous dire, parce que je trouve ça fou. Bayard Tam est né à Marseille, pas moi. Je vois pas pourquoi je bénéficie, parce que j'ai choisi de ne pas vivre à Paris, de me faire localiser comme une poétesse marseillaise. Je pense que déjà, même au niveau de la langue et de l'espace du poème n'est pas localisé régionalement, même si j'ai un accent qui montre bien que je vis à Marseille depuis longtemps et que j'ai choisi d'y vivre. Bon, ça c'est et ça c'est quelque chose au niveau de l'accueil par rapport à Paul. Bon, moi je fais partie des survivants qui étaient effectivement chez Hachette. J'ai envoyé mon manuscrit par la poste parce que j'ai envoyé par la poste. Il n'y avait pas Internet, c'était dans les fins des années 70. Et Paul m'a tout de suite téléphoné et il m'a dit voilà, je marche ou je m'endors. Et il y a eu 2 livres, Divagation des chiens, après chez Hachette. Et je suis allée le voir et je l'ai rencontré pour le service de presse. Et là, il s'est passé quelque chose de très intéressant et de très drôle, puisque je vais jouer à la poétesse marseillaise. Je vais vous raconter une anecdote qui va faire rire tout le monde. Je savais pas exactement ce que c'était qu'un service de presse. J'avais envoyé, parce qu'il y avait Hubert Lucot, Pérec et Emmanuel Ocard, qui étaient 3 écrivains que je connaissais par la revue Action Poétique, et qui étaient pour moi des auteurs considérables. Donc je me suis dit, s'il y a un endroit où il faut aller, c'est celui-là. Bon. J'arrive pour mon service de presse, je vois un jeune homme, parce que j'ai toujours pensé qu'il était plus jeune que moi, alors qu'il avait 2 ans de plus que moi. Et pour moi, ça a toujours été une sorte dans le temps, de vieux jeune homme incroyable, dans sa... je trouve pas le mot, dans la façon qu'il avait de recevoir le monde, les livres et les personnes, enfin les auteurs. Ce qui fait que par rapport à d'autres éditeurs, je pense qu'il était assez considérable et assez unique. Donc je vois ce jeune homme qui m'explique ce que c'était qu'un service de presse, parce que je savais pas. Et il y avait une pile de livres, et entre un homme qui m'a été immédiatement, considérablement antipathique. La caricature du grand bourgeois. Et je vois Paul, très gentil avec ce personnage qui me déplaisait, et ils commencent tous les deux à avoir un dialogue très curieux que je comprenais pas. Paul lui dit vous êtes venu. Je me dis il est vachement gentil avec ce type. Et l'autre lui dit oui. Alors vous avez signé hier? Oui. Vous êtes venu avec? Il s'approche de la fenêtre, il dit oui. Et Paul me dit voilà, Monsieur Lagardère, je savais pas qui c'était, grand patron de Hachette, est venu. Vous êtes impressionné, Liliane, parce qu'il est venu vous voir en matra. Et je m'entends répondre non, je suis pas impressionné parce qu'à Marseille, tous les macros roulent en matra. Et je vois Paul se décomposer. Et je vois Monsieur Lagardère. Oh, que c'est charmant. Oh, je vous en prie, écrivez la dédicace en me disant que les macros à Marseille roulent tous en matra. Bon, après, je discute avec Paul au repas. Bon, Paul s'en soulagé que ça passe bien.
Et puis il me dit mais enfin vous savez pas qui est Lagardère? Je lui dis non, je sais pas qui est Lagardère. Après ça me disait quelque chose pour les publicités dans le Monde, enfin tout ça. Voilà. Bon, ma première rencontre avec Paul, ça a été ça. Ça a suivi d'une histoire encore plus rocambolesque. C'est qu'à table, il me demande pourquoi la dédicace de mon livre, pourquoi mon livre était dédié à un monsieur qui s'appelait Raymond Philippi. Il y a que les personnes âgées peut-être ici qui savent encore qui c'était. Et il y avait une date de naissance blanche avec un point d'interrogation et la date de sa mort 76, je crois. Et je lui dis mais c'est drôle parce que ce livre il est dédié à un avocat du milieu marseillais qui a fait que je sais que les Macron roulent en Matra. Et je lui dis c'est drôle parce que il était, et je lui raconte l'histoire des bijoux de la Begum. Plus personne ne sait ce que c'est. C'était l'Agacan qui s'était fait chouraver les bijoux de sa femme dans un braquage pas loin sur la Côte d'Azur. Et voilà, à Cannes, c'était. Et donc Philippi faisait partie des 56 avocats qui défendaient un roi de la pègre qui s'appelait Paul. Et je lui dis c'est quand même drôle que vous vous appeliez Paul. Et là, Paul me regarde. Je me rappelle, on mangeait, je sais pas quoi. Et il me dit, Liliane, c'est une partie de votre vie que je préfère ignorer. Ah, j'ai dit, vous avez tort parce que ce type m'a sauvé. C'est pour ça qu'en partie que j'écris, c'est pour ça que je lui dédie mon premier livre de poèmes. Et bon, après, on en a beaucoup parlé, on en a beaucoup ri. Voilà. Donc, j'ai fait mon travail de poétesse marseillaise. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Marie Dariussecq, on le disait, il y a ce logo du jeu de Go, donc qui signifie l'éternité. Et puis il y a aussi cette très jolie phrase de Paul Tchaikovsky-Laurence qui n'a jamais voulu publier, disait-il, que des livres vivants, comme s'ils avaient du vent dans les cheveux. Et là, je cite sa compagne Émilie Landon dans son livre Marie Galante. Est-ce qu'il y a là un paradoxe qui n'en est pas un entre l'éternité et le plus vivant? Est-ce que ça dit quelque chose de sa démarche? Je vais vous répondre un peu à côté, mais Paul adorait le cinéma. Il n'y avait pas seulement la littérature, il y avait le cinéma pour Paul. Et Paul adorait aller au Festival de Cannes, où il allait justement avec Amy, sa femme. Paul était président de l'avance sur recette du CNC, donc c'est cet organisme qui distribue de l'argent au cinéma d'auteur en France. Au cinéma d'auteur, ça veut rien dire, il y a toujours un auteur derrière un film. Mais disons à ce on espère être du bon cinéma, des bons films. Et j'ai eu la chance ensuite d'être moi aussi présidente de l'avance sur recette quelques années après Paul. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que là, POL, en quelque sorte, a eu la palme à Cannes. Parce que le film de Justine Triet, Anatomie d'une chute, que j'ai vu le week-end dernier au Festival de Cannes. Justine Triet a eu la palme. Anatomie d'une chute, c'est l'histoire d'une écrivaine qui est accusée de la mort de son mari, qu'elle aurait poussé du haut de son chalet, dans les hauteurs de Grenoble. L'écrivaine est jouée par Sandra Müller, une formidable actrice allemande, autrichienne peut-être, je sais plus, qu'elle ne m'en veuille pas. Cette autrice fictive, vous allez suivre est publiée où? Elle est publiée chez POL. Et au milieu du film, une des pièces à conviction qui prouverait peut-être qu'elle est meurtrière, qu'elle a assassiné son mari, c'est le livre POL qui est brandi dans le tribunal par le procureur, qui est joué par Antoine Reinhardt. Et c'est un livre donc fictif, mais avec la charte graphique POL, la couverture. On va le publier là. J'attendais qu'elle ait la palme. Mais... Avec la charte graphique que vous connaissez bien, le papier blanc crénelé, le titre en bleu, je me souviens plus du titre là, mais c'est un titre fictif donc, et donc le logo c'est quand même impressionnant, ce logo qu'on connaît bien, donc le CO sur ce grand écran au Palais du Festival à Cannes. J'ai évidemment pensé à Paul et j'étais tellement contente que ce film-là ait la palme. Voilà, c'est une palme qui est pour Paul. Voilà. Merci. Lucie, pour vous entendre aussi sur ce catalogue, sur votre entrée aussi chez POL, il y avait
sans doute quelque chose d'assez impressionnant à intégrer ce catalogue. Peut-être que comme beaucoup d'autres, des noms, et c'est un peu ma question, vous ont attiré dans le fait de proposer votre manuscrit. Est-ce qu'il y avait aussi, est-ce que vous ressentez un peu ce qu'on sent depuis tout à l'heure, aussi une grande énergie qui circule entre les auteurs de différentes générations? On dit que Paul aimait beaucoup vous faire lire les uns les autres, et tout le monde repartait de la maison. Enfin, en tout cas, c'est des témoignages qui ont pu que j'ai pu lire. Il aimait bien partager c'est vrai. le Quand catalogue. on venait le voir, il donnait toujours les livres des autres. Tenez, lisez ça. Il était très, oui, voilà. Mais on n'avait pas le droit de critiquer, donc c'était. Donc oui, peut-être sur qu'est-ce qui vous a amené à intégrer ce catalogue, quelle idée vous faisiez de cette maison? Ben, c'est double. Moi, mes premières expériences de lecture, je lisais toujours en poche chez moi, voilà, toujours des livres de poche comme un peu tout le monde quand on est ado. Et je crois que les premiers livres où je me suis dit j'ai eu envie de savoir qui était l'éditeur, c'est aux éditions POL. Et je crois que c'était Mathieu Lindon, ce qu'aimer veut dire. J'avais lu Truisme aussi, j'avais lu plusieurs livres aussi de poésie qui m'avait beaucoup touchée, et j'ai vu que le point commun c'était les éditions POL. Et finalement, moi qui n'y connaissais rien du tout, qui avait aucun lien avec le milieu de l'édition, c'est ces couvertures que je me suis mise à guetter en me disant, quand j'ouvre ces livres, il y a quelque chose derrière qui me plaît, en général qui m'intéresse, qui m'interpelle. Donc finalement, c'était ma découverte de ce que ça peut être une ligne éditoriale, mais sans ce côté, une ligne éditoriale avec la collection, c'est tel type de choses, c'est plutôt une sensibilité qui m'intéressait. Et voilà, oui, c'est des livres qui m'ont toujours interpellée, et j'ai écrit mon premier roman donc dans le master de création littéraire. Mais dès que j'ai commencé à écrire, j'ai su que je l'enverrais chez POL. Et Paul était à ce moment-là vivant, et il est mort pendant que j'écrivais le livre, et voilà. Alors peut-être continuons à parler de ce que Paul appelait une politique d'auteur, et ça serait intéressant de vous entendre aussi témoigner de cela, puisque la particularité de cette maison qu'on a beaucoup rappelé lors de cet anniversaire, c'est que Paul ne publiait jamais un livre, mais une œuvre. Il y avait une forme d'engagement dès la première publication. Et Nathalie Quinten témoigne de ça dans un texte appelé très sobrement L'éditeur, et voilà sa réaction quand Paul lui parle de cette politique-là, qu'il s'engage à publier les autres livres. Elle écrit ceci: je me dis que ça doit être comme ça, l'édition. Finalement, c'est un peu comme dans la fonction publique. Je ressors avec une garantie d'emploi de mes livres. Ce qui n'empêchait pas POL de refuser des manuscrits, hein, c'était pas non plus. Est-ce que Marie, Lucie, Liliane, enfin tous les quatre, vous pouvez un peu témoigner de cette singularité là, qui a fondé une grande fidélité aussi entre vous? Oui, Paul a refusé. Avec Jean Javicton, on avait écrit un roman à deux qui se passait en 24 heures à Marseille, et qui était une série, un truc complètement rocambolesque, que j'ai retrouvé d'ailleurs tapé à la machine. C'est très drôle d'ailleurs, parce que de retrouver des manuscrits tapés à la machine, on a l'impression que c'était le Moyen-Âge, parce qu'il y avait pas de fichier, il y a rien. Et on avait envoyé, on lui racontait ce que c'était quand on écrivait à deux. Et finalement, il était très déçu. Il a dit, mais c'est ni l'un ni l'autre, donc je peux pas le publier. Du coup, il y a eu un film qui a été fait, assez drôle, sur ces histoires, et on en a fait une bande dessinée qu'on a publiée dans la revue If, ça s'appelait Le rasoir de Borges, parce qu'en fait, on avait inventé un rasoir qui avait appartenu à Borges, avec lequel on égorgeait un artiste qui faisait une performance sur l'île du Frioul, et qui était après consommé par les amateurs d'art. J'ai relu, c'est pas si mal que ça. Aujourd'hui, peut-être ça pourrait être republié. Je sais pas, je te le ferai relire. Mais personne l'a lu que lui, et il était très embêté. Je me rappelle, il nous avait invités à un dîner, on avait beaucoup bu, et on sentait qu'il allait dire non, évidemment. Alors on lui disait, vas-y, dis que tu trouves que c'est de la merde, qu'on s'est planté. Et il disait, c'est pas ça que je dis. Il était très délicat. Non, mais je peux pas, parce que je n'ai retrouvé ni toi, ni elle. Bon, donc on n'a pas publié ce livre, et il est toujours, et voilà, c'est le seul livre qui nous a refusé en disant que c'était ni Vuitton, ni Giraudon. Moi, je trouvais que c'était
effectivement un troisième personnage, un peu... Mais bon, peut-être qu'il avait raison, il avait sans doute raison. Oui, il a refusé mon deuxième manuscrit après Truisme. Ça s'appelait Iridium. Je l'ai toujours. Et il avait raison de le refuser, et je savais qu'il avait raison de le refuser. Et j'étais soulagée qu'il le refuse parce que c'était pas au point. Il y avait déjà tout ce que j'ai développé par la suite, tous mes dadas, tous mes petits chevaux. Mais le scénario, l'histoire était pas au point. C'était quand même dommage. Moi, j'aime bien raconter des histoires, même si c'est pas l'essentiel. Mais et une fois qu'il a refusé Iridium, je me suis mise à écrire Naissance des fantômes d'un seul trait en 3 mois comme ça là. Et là c'était ça allait quoi. Et donc il savait extrêmement bien ce qu'il faisait, et il savait aussi, c'était un éditeur, c'est-à-dire il savait qu'après Truisme, après le succès colossal, inattendu, monstrueux de Truisme, tout le monde m'attendait au tournant, pas très gentiment. C'est un livre qui a provoqué des jalousies, des envies colossales aussi, monstrueuses, métamorphiques. Bon, c'est normal peut-être, c'est humain. Et donc il me protégeait. Et il savait très bien me protéger, et il savait que Iridium n'était pas assez solide pour me protéger. Et donc il faisait son boulot, c'est-à-dire il publiait une œuvre. C'est aussi une stratégie. C'est pas un emploi dans la fonction publique, effectivement. C'est une stratégie. Il accueille les romans, les livres, des écrivains dans le rythme et dans les délais où ils arrivent, mais en se demandant comment les publier et comment faire, quoi. Voilà. Et donc il a très bien fait de refuser Iridium, qui n'était pas publiable, il n'était pas au point. Lucie, sur cette question-là, oui, de la politique d'auteur que Frédéric Boyer, je pense, a repris à son compte, c'est important aussi j'imagine, pour vous. Ouais, complètement. Alors, j'ai pas encore eu de manuscrit refusé, mais ce qui est sûr, j'attends le prochain. Mais je sais que cette certitude d'être lu par Frédéric, après avoir été si bien lu pour le premier roman, ça a été extrêmement précieux, parce que le deuxième roman, c'est quand même quelque chose qui est compliqué, qui est assez vertigineux. Et Frédéric, du coup, j'ai pris un rendez-vous avec toi, je crois, et je t'ai dit, je vais te raconter mon livre. Et tu m'as dit, mais je m'en fous de quoi ça parle ton livre. Enfin voilà, c'est pas du tout la question. Il m'a dit, écris. En fait, l'accompagnement, ça a été beaucoup sur moi en tant qu'auteur, plus que sur le texte lui-même, sur accompagner un auteur, lui donner confiance, lui dire tu seras lu, et je n'ai pas une attente particulière de faire la même chose, parce que je pense aussi qu'il y a dans les maisons d'édition parfois cette idée de il faut un roman, un prochain roman. Là, il y a l'idée quand même d'expérimenter de nouvelles choses chez POL, de se dire qu'on peut tester de nouvelles choses, être assez libre, et qu'il n'y a pas d'attente particulière. C'est pas parce qu'on est rentré chez POL avec un type de livre qu'il faut toujours refaire la même chose. Il y a une ouverture aux formes qui est assez précieuse. Oui, Frédéric, vous avez vécu ça en tant qu'auteur, cette politique d'auteur. Est-ce que vous pouvez vous aussi témoigner maintenant en tant qu'éditeur? Vous êtes passé un peu de l'autre côté du bureau, et j'imagine que c'est important de reprendre ça pour poursuivre le travail. Ouais, enfin c'est un héritage qui est pas facile, hein. Mais les 3 témoignages là ont été justes et beaux. Voilà, c'est d'abord, ça casse un peu cette légende un peu bébête de dire il acceptait tout, il publiait tout. C'est pas vrai. C'était au contraire, c'était une exigence qu'il a. Mais l'exigence, elle est double. Elle est que l'éditeur, il s'engage effectivement à accueillir, à recevoir, à lire, à accompagner les auteurs qu'il choisit et les textes qu'il veut publier. Et donc, il se donne un contrat de fidélité et de confiance aussi avec chacun. Mais cette exigence, elle est aussi c'est très bien ce qu'a dit Liliane. C'était assez drôle, mais effectivement, c'est-à-dire, ce qu'il veut, c'est retrouver Liliane ou retrouver Jean-Jacques. Voilà, et en fait c'est un peu comme c'est un apologue, ton histoire, un peu. C'est-à-dire que non, mais parce que je sais que souvent il disait mais moi ce que je veux, c'est retrouver votre voix, c'est retrouver ce que j'ai aimé depuis le premier jour, et je veux le retrouver. Voilà, c'était un grand amoureux, Paul. Il était donc et peut-être ce que dit Marie aussi, c'est la même chose, c'est-à-dire que voilà. Et donc cette fidélité, elle est justement elle est exigeante, voilà. Donc c'est après, comme l'a dit aussi Liliane, c'est pas évident, hein, de fonder une maison d'édition et de faire en sorte que cette maison d'édition
tiennent le coup avec une telle exigence, voilà, parce que comme tu l'as dit, une maison d'édition c'est aussi une entreprise, c'est aussi il faut que la maison tienne, il faut que la maison, et je sais que ça souciait beaucoup Paul, et d'une certaine façon ça me soucie moi aussi aujourd'hui beaucoup, de pouvoir tenir à la fois toutes ces exigences ensemble et le fait que la maison puisse continuer et accueillir les auteurs et à publier les œuvres qu'elle entend publier. Mais une œuvre, voilà, c'est une histoire de patience et de désir, et vraiment c'est voilà la plupart des auteurs dans cette maison ont bénéficié de ça, et c'est ce qui fait que souvent ces œuvres sont originales, et parce qu'elles ont pris le temps, elles ont été attendues, espérées. Voilà, il y a d'autres maisons d'édition qui le font, hein, je veux pas, mais c'est important qu'en tout cas que des maisons comme POL hier et aujourd'hui puissent faire ce travail-là, voilà, parce que c'est à partir de là que on a des œuvres littéraires qui, je crois, démontrent qu'elles peuvent voilà inventer quelque chose, et donc inventer un certain rapport au monde, à l'existence, et qui va interpeller beaucoup de lecteurs. Voilà, je crois en fait. C'est à la fois d'une certaine façon élitiste, mais en fait, ça l'est pour le bien commun. Voilà. Marie, est-ce qu'il y a un envers à cette politique d'auteur? Je me souviens vous avoir entendu dire que vous alliez, vous, auteur, poursuivre l'œuvre de POL. Est-ce qu'il y a une œuvre d'éditeur à laquelle aussi vous avez envie d'être fidèle d'une certaine manière? J'ai dit ça, je dis pas possible, mais est-ce qu'il y a, oui, il y a une œuvre d'éditeur. Je sais pas si j'arriverai à en parler, parce que je suis pas très objective. Enfin, on a tous, enfin, moins toi, Lucie, mais moi j'ai quand même très bien connu Paul. C'est devenu un ami. C'est une grande perte qu'il soit plus là. En même temps, il est là dans les livres. Bien sûr qu'il menait une œuvre, mais tu sais vous savez s'il utilisait ce mot œuvre pour son travail? Bon, j'ai jamais entendu parler comme ça, mais en fait, oui, c'est difficile. Est-ce qu'il y a une œuvre d'éditeur? Oui, en quelque sorte, puisque au bout de 40 ans, on a un catalogue, et donc l'œuvre, c'est ça. L'œuvre, c'est le catalogue en quelque sorte. Bon. Mais une maison d'édition, c'est d'abord les œuvres des auteurs. Voilà. Donc l'œuvre de la maison d'édition, c'est l'œuvre de Marie, l'œuvre de Lucie, l'œuvre de Liliane et de tous les autres qui sont là, et tous ceux qui sont dans le catalogue. Donc et je crois que c'est ce qu'aurait dit Paul. Voilà, c'est-à-dire que c'est de dire que la maison d'édition, elle a cette chance de pouvoir, dans le temps, compter sur les auteurs qu'elle publie et les textes qu'elle publie. Et l'œuvre, c'est ça, voilà. Oui, il y a aussi l'idée dans l'œuvre de se faire lire les uns les autres. Enfin, pas forcément entre nous, mais quand on ouvre un livre POL, d'avoir envie d'ouvrir d'autres livres POL, et que peut-être un livre qu'on a aimé dans cette maison soit une porte d'entrée vers d'autres auteurs. Enfin, moi, c'est comme ça, en tout cas, que je pense ça. Il y a une dimension aussi qu'on n'a pas tellement abordée, c'est quand même la place de la poésie dans le catalogue de Paul. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, parce que Paul avait une conception. Alors, il n'était pas du tout dans la mythologie du poète avec un grand P, etc. Et bon, effectivement, tu as rappelé les périodes 70 où effectivement on parlait de la mort de l'auteur, la disparition des genres déjà par rapport c'était un travail dans le matériau de la langue essentiellement qui lui importait. Mais la place du poème et la bataille qu'il a faite à l'intérieur de son catalogue pour la place de la poésie, pour lui, c'était quelque chose de vital. Et il aimait, je dirais, le cinéma comme il aimait la poésie, dans un rapport très privé, très peut-être qu'il y a un rapport aussi, je devrais pas dire ça devant Marie, qu'il y a un rapport peut-être avec son inconscient, j'en sais rien, mais sur ce type de forme. Et moi, ce qui m'a toujours plu chez Paul, c'est que il y avait pour moi, c'est un endroit où je me sentais vraiment à la fois à l'écart, parce que il y a un centralisme et une mystification quand même des éditions POL, où on dit que c'est je sais pas, il y avait une certaine mauvaise réputation d'élitisme, de dandisme, qui était vrai. Le dandisme de Paul était un dandy pour moi, mais un vrai dandy, et qui a un peu
entaché, je dirais. Alors qu'en fait, moi je pense qu'il y a un grand désordre dans un maximum d'ordre. Et c'est là où chacun avait sa place. Et je suis pas sûre, parce que si on pense par exemple à des grandes aventures éditoriales, ça donne parfois dans l'histoire littéraire une catégorie, le nouveau roman, avec des espèces de... Là, Paul, il est à la fois multiple, discernable, mais comme un spectre. Et tout à l'heure, tu as parlé des voix. Il cherchait des voix. Et je me disais, c'est vrai, en fait, il était très sensible quand il nous lisait avec ses yeux au grain de nos voix que nous, on ignorait. Et c'est ça qu'il attendait de nous, de retrouver au livre suivant qu'on allait lui donner, comme une musique. Et enfin, c'est maintenant qu'il est mort que je découvre tout ça, parce qu'au moment où il était vivant, je savais pas ça. Mais maintenant, avec le temps et le recul, et c'est vrai que c'est un héritage considérable. Et là, je voudrais dire que je te remercie d'avoir pris cet héritage, parce que il est certainement très lourd et il est certainement de ta part. Il y a de l'amour pour à la fois cet éditeur, et on était tous un peu dans une relation quand même très particulière avec lui. Je crois, dans le temps, en tout cas, il était devenu plus qu'un éditeur. Il était devenu quelqu'un qui accompagnait nos vies. C'était clair, quoi. C'est important. Il y avait un grand talent d'éditeur. Je pense que c'est très important quand on est éditeur d'avoir ça. C'est que on avait tout, ils savaient tous nous donner cette impression d'être unique et d'être désiré, voilà, comme auteur. Alors qu'il avait énormément d'auteurs quand même. Mais j'ai l'impression qu'ils savaient faire une place à chacun ou à chacune. Et je me rappelle aussi, pour rebondir sur l'idée que c'est une très grande maison d'édition de poésie. Et que j'y allais aussi pour ça, moi. Enfin, je me rappelle, j'avais lu Cadio, enfin, c'était très important pour moi d'être édité par un éditeur de poésie aussi. Une des premières conversations que j'ai eues avec lui, c'est qu'il m'avait expliqué, je sais pas si vous serez tous d'accord, mais je me rappelle de cette conversation, comme il disait pour lui, il y avait aucune différence entre le roman et la poésie. C'était un travail des mots, et que c'était pas parce qu'on allait à la ligne plus souvent dans un texte que c'était plus poétique qu'un roman. Enfin, que c'était un travail du mot, quoi. Et il se trouve que j'étais jeune, mais j'étais profondément d'accord avec cette idée, qui n'était pas forcément celle qu'on enseignait à l'école. Et j'avais une troisième idée, mais elle me reviendra. Oui, l'œuvre de Paul. Je sais pas s'il y avait ce mot œuvre, mais en tout cas, son narcissisme, si on peut employer ce mot, n'était pas là. C'est-à-dire, il donnait beaucoup de place à tous ces égos qu'on connaît, EGO, les auteurs. Et il avait un vrai narcissisme. Effectivement, moi, j'aime bien le mot dandy pour lui. Il prenait grand soin de sa forme physique. Il faisait des pompes tous les matins. Il avait des crises de piscine. Le matin, parfois, il sentait la javel parce que pendant 1 mois, il allait à la piscine tous les matins. Après, évidemment, il a arrêté parce que c'est surhumain de faire ça. Et donc, il maintenait sa forme. Il avait des crises aussi allez, il arrêtait de picoler pendant 1 mois, 2 mois. Enfin, alors, toute la maison en entendait parler. Alors je me disais merde, il faut que je fasse pareil parce que bon, il faut que je sois à la hauteur de ça, quoi. Donc il prenait grand soin de lui et il voulait vivre longtemps pour porter tous ses livres, parce que on avait besoin de lui, voilà. Oui, c'est Santiago Amigorena qui dit que c'est le plus lourd dans l'héritage. Arrêtez de picoler, ouais. Condamné à entretenir ma forme. C'est pas ce que je fais de mieux. Oui, je voulais juste citer Santiago Amigorena qui disait après les dialogues qu'il avait avec POL, il disait on pouvait tout faire sauf cesser d'écrire. C'était vraiment une parole qui engageait. On pouvait tout faire sauf il fallait pas publier ailleurs. Oui, et pas publier ailleurs. Alors ça c'était le drame assuré, quoi. Mais pour rebondir sur la poésie, je voulais le citer. Il avait dit ça à Marseille pour les États généraux de la poésie au début des années 90. Il disait, je pense que c'est à propos de publier de la poésie. Je pense que c'est indispensable, qu'il n'est pas envisageable de faire de l'édition sans publier de la poésie. Et c'est pour ça que voulant faire de l'édition, je publie de la poésie. Je crois que la poésie est au centre de l'activité littéraire. Ce n'est pas une question de hiérarchie, c'est une question de topographie ou de physique. C'est le noyau dur de la littérature. C'est de là que tout vient. Et c'est de là que tout diffuse. Donc, c'est dire si c'était vraiment fondateur chez lui. Et en même temps, je pensais aussi à ce dont avait témoigné Nathalie Quintane quand il lui avait dit je mets ça en littérature générale, votre premier livre. Donc il y avait cette idée-là. Frédéric Boyer, c'est une ambition difficile à maintenir coûte que coûte la poésie aujourd'hui.
Oh, non, mais c'est difficile bien sûr parce que comme tout le monde sait, c'est pas les livres que l'on vend le mieux et le plus, mais c'est pas ça le problème. C'est exactement sa citation est très belle et elle rejoint ce que disait Liliane, c'est-à-dire effectivement dans son métier d'éditeur, effectivement il a mis la poésie comme lieu, comme foyer, effectivement, nécessaire. C'est très beau ce qu'il dit. En fait, si vous faites de la littérature, si vous êtes éditeur de littérature, il faut publier de la poésie aussi, ou peut-être d'abord, je ne sais pas, mais enfin, voilà. Donc, on continue. Et non, c'est pas difficile, mais après, voilà, il faut donner la place, mais c'est aussi une drôle de maison parce que alors il a créé une collection de poésie, un format poésie là, et maintenant la plupart des poètes viennent me voir et ils veulent plus être dans ce format poésie, ils veulent être dans vraiment c'est oui, mais pénible. Par exemple, Paul a accepté parce que moi je sais plus quel livre, moi je voulais pas le beau papier là. Voilà. Et moi j'ai dit je veux pas de ce beau papier parce que c'était des mélanges et il m'a dit OK, tu choisis le papier de couverture. Et j'ai publié la poésie avec le papier cannelé qui était celui de la prose qui me semblait et qui me plaisait moins, mais bon, qui me semblait plus prolétaire. C'est toi qui as commencé alors. Je sais pas, mais en tout cas il a accepté et j'ai pas publié avec du beau papier. Mais là le dernier, je m'en suis pas occupé et tu as mis du beau papier. Polyphonie Penthésilée parce qu'on en a pas parlé. Oui. Et quand je l'ai reçu, j'ai dit merde, j'ai le beau papier. Voilà. Mais bon, il faut suivre. Je l'ai fait exprès. Non, mais cette discussion un peu drôle là, non, mais c'est juste que pour expliquer finalement. Il n'avait pas cette distinction comme ça, poésie, prose, fiction, tout ça finalement. Alors et que les auteurs qu'il publiait, Liliane vient de le dire, finalement ne l'ont pas vraiment non plus, voilà. Et que moi je dirais, alors ça c'est plutôt, ça engage moi plutôt. En toute sincérité, je fais pas tellement de distinction. On m'apporte des textes poétiques, des poèmes ou un roman, pour moi c'est je dis pas c'est la même chose, mais c'est le même état, voilà. Et donc si on doit le publier, on le publie, voilà. Bon, alors après on voit si on met le beau papier. Il y a une grande différence quand même au niveau économique, c'est que. Oui, mais ça je veux pas parler de ça. Mais oui, bien sûr. Non, mais oui, mais. C'est là où c'est quand même. D'abord oui et non. Non, mais alors je vais être un peu provocateur. Oui et non. Bien sûr que, comme je l'ai dit, on sait que la poésie se vend moins que la fiction, mais quand on a dit ça, on n'a rien dit en fait, voilà. Bon, parce que il y a de la fiction qui se vend pas non plus, donc c'est pas. Donc faut pas. Non, mais donc il faut pas trop exagérer ça, voilà. Et en France, il y a beaucoup de maisons de poésie, qui continuent. Alors je sais que c'est difficile. Je sais, mais il y a mais toi, tu le sais, toi, parce que quand même. Non, mais je sais, c'est pour ça que je le dis. Je sais très bien que si tu écris la poésie, tu en vivras jamais. Alors que si tu écris un roman qui marche, tu peux, à la limite, arrêter de faire un boulot alimentaire pour continuer à écrire. Et la statue, je dis pas le statut du poète, il faut un peu le réfléchir aussi par rapport à cette, Eh bien, cette maison, je vais te répondre. Cette maison, voilà, elle accueille le poète comme elle accueille la romancière, le romancier, voilà, c'est tout. Et je suis pas sûr que dans toutes les maisons ça se passe de la même manière. C'est un autre problème. Mais voilà, et finalement, c'est peut-être la meilleure solution pour que que la poésie puisse continuer à exister éditorialement. Voilà, voilà, enfin, mais après, moi, on va pas faire un débat sur la. Paul est exemplaire sur ce plan-là. Au niveau, pour moi, c'est ça que je trouve, et je vois pas, je vois pas trop dans l'édition quelque chose qui pourrait ressembler, oui, mais qui pourrait avoir atteint ce travail que Paul a fait dans cette répartition des genres, justement, et dans la défense de la poésie au même titre que le roman. Je crois qu'il avait une grande singularité sur ce plan-là et que ça a été un travail considérable aussi par rapport au lecteur. Et ça, c'est aussi un problème politique. Et par exemple, moi, je l'ai vu et entendu un jour engueuler, s'énerver avec quelqu'un qui lui disait bon, vous faites de la poésie, donc il faut qu'il y ait des livres qui marchent pour que il dit, je vous interdis de penser ça. Voilà. C'est-à-dire on publie. L'idée de dire on publie des livres pour que ça fasse marcher les autres, ça rentre pas. Même si de fait à la fin c'est vrai en quelque sorte, mais ça n'est pas l'intention première de l'éditeur. Voilà. Donc c'est important ça, c'est très important. Et moi, je peux donner un petit exemple personnel. Un jour, je lui ai dit tenez, il me dit qu'est-ce que vous écrivez? Je suis en train d'écrire des poèmes. Il m'a dit formidable. Et finalement c'était pareil que quand j'apportais des récits ou des romans, quoi.
ça, voilà, il disait, ben, formidable, il faut y aller, on y va, et voilà, et hélas, j'ai publié de la poésie. Ouais. Juste une petite anecdote. Après mon roman Tom est mort, je me suis mise à traduire les lettres d'exil d'Ovide. Comme une sorte de passe-temps, et puis aussi parce que je les trouvais pas dans le commerce. En fait, je trouvais des digests, je trouvais 10 lettres par-ci, ou alors en budé, vous savez, les grands classiques très académiques avec des traductions littérales très bonnes, mais pas littéraires, quoi. Donc je me suis mise à traduire comme ça les lettres d'Ovide, et puis je me suis prise au jeu, une lettre de 10 lettres, 50 lettres. Au bout d'un moment, Paul me dit, vous faites quoi en ce moment? Je dis ça, je traduis les lettres d'Ovide, mais genre, ne vous inquiétez pas, je vais me remettre à écrire. Enfin, il me dit, mais montrez-moi. Et il me montre, il me dit, c'est formidable, je publie. Il était comme ça, quoi. Alors que j'avais jamais pensé le faire pour publier. Et c'était aussi, c'est ça qui est magique, c'est que, en fait, on a réimprimé. C'est un terme technique, mais ça veut dire qu'en fait, ces traductions d'Ovide, elles ont marché. C'est un truc de fou. On sait jamais très bien, en fait, ce qui va marcher. Donc, voilà, c'était assez joli, tout ça. T'es pas d'accord, Frédéric? Enfin, ça se passait comme ça, ouais. Ouais, Frédéric aussi a traduit Saint-Augustin, a traduit. Pareil, ouais. Effectivement, on pouvait pas imaginer spontanément, ni toi ni moi, qu'il allait se passionner pour une traduction d'un texte latin. Voilà, bon, c'était pas son genre quand même. Voilà, mais en fait, mais c'est pour dire quelque chose de plus sérieusement. C'est ce qui l'intéressait, c'est le travail de l'auteur. Ce qui l'a intéressé, c'était le fait que Marie, traduise Ovide et ce que ça allait donner, et ça touchait à l'écriture de Marie. Voilà, bon, je pense qu'Ovide, il en avait un peu rien à faire, mais non, mais donc il était très content. Voilà. Non, mais et c'est aussi, ça fait partie de la caractéristique de cette maison qui est un peu parfois désordonnée, effectivement. C'est que voilà, elle accueille comme ça pour chacune, elle accueille des écritures différentes. Donc effectivement, il y a même des autrices qui même prennent des hétéronymes et prennent un autre nom pour écrire autre chose. Enfin bon, voilà, il y a des autrices qui publient comme qui traduisent, comme Julie Wolkenstein aussi. Elle a traduit Fitzgerald, Edith Wharton, voilà. Alors que Paul ne fait pas véritablement de littérature étrangère et qu'on n'a pas de collection de traduction de classiques. Eh ben si, quand même, mais parce que effectivement, c'est l'attention portée au travail de chacun, au désir de chacun, et si ça rejoint, voilà, cette passion pour l'écriture contemporaine, eh bien, ça rentre dans la maison, voilà. Lucie, justement, sur cette question-là du genre qui n'en était pas une question pour POL, sur cette liberté d'accueillir le travail d'un auteur quel qu'il soit et quelle que soit la direction qu'il prend. Vous avez enseigné, je le disais, dans un master de création littéraire. Est-ce que eh bien les jeunes futurs auteurs qui passent par là, quelles idées ils se font de cette maison d'édition? Est-ce que vous avez des témoignages, puisqu'ils sont amenés forcément à envoyer leurs manuscrits? Est-ce que ils évoquent cette maison-là en ces termes-là? Alors, je dois dire que pas trop, parce que mes étudiants et étudiantes ne connaissent pas beaucoup quand ils rentrent, pour la plupart, ça dépend, il y a des exceptions, les maisons d'édition. C'est-à-dire que ce que je décrivais sur la collection poche, ou ne pas faire forcément attention aux éditions, j'ai remarqué dans la plupart des promotions, à l'exception d'un ou une étudiante à chaque fois, une ou deux, ne connaissent pas les éditions POL. Mais là, j'ai remarqué, j'ai 2 mémoires de fin d'études, un sur Guy Rodi et un sur Édouard Levé, autoportrait que je leur fais étudier au début de l'année. Et donc finalement, cette idée de POL n'était pas forcément infusée, mais au bout de 2 ans de lecture, d'échange aussi sur les textes, c'est une maison qui ressort au moment d'envoyer son texte. Je crois que c'est une des premières maisons où les étudiants et étudiantes ont envie d'envoyer leur texte, ouais. Il me semble. En tout cas, moi, dans notre master à Paris 8, la plupart des gens ont envoyé leur texte à POL en priorité. Voilà. Donc, je sais pas si. Bien peut-être que c'est le moment de se tourner un petit peu vers la salle. Il y a des auteurs POL dans la salle. Il y a aussi Jean-Paul Hirsch qui est là, qui travaille dans cette maison depuis presque toujours, depuis le début des années 90, qui en est le directeur commercial, qui accompagne partout ces
ses auteurs, si bien que ceux-ci croient vraiment à un don d'ubiquité, tellement il est présent pour eux et pour la maison. C'est une complicité très très profonde qui l'unissait à POL. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question, parce que je pense que vous avez un témoignage qui peut être extrêmement précieux aujourd'hui. La première, c'est peut-être nous raconter quand même cette rencontre. Je crois que c'était non loin d'ici, à Aix-en-Provence. Vous étiez alors libraire. Et la deuxième question que je voulais vous poser, c'est en référence à la une de Libération au moment de la mort de Paul, qui reprenait la fameuse couverture, mais qui avait ce si beau titre, édité, mode d'emploi. Et on a beaucoup parlé de l'importance de Paul pour la littérature contemporaine. On a peu parlé finalement peut-être des jeunes éditeurs en qui voilà, pour qui ça pourrait être une figure, si tant est qu'un tel parcours soit encore possible aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez aussi des témoignages de jeunes éditeurs pour qui Paul a été important? Peut-être que c'est moi qui vais vous donner mon micro. Je sais pas ce que je peux répondre à tout ça. Non, j'ai rencontré Paul en 1978 à Aix-en-Provence, tandis que j'étais un jeune libraire, et lui, il avait publié La vie mode d'emploi et album de la Villa Harris de Emmanuel Oka, La vie mode d'emploi de Georges Perec, et puis on a sympathisé, et puis plus tard, il a pensé que je pouvais être utile dans cette maison, et quand je suis rentré à la fin de 1990 dans cette maison, voilà, je lui ai dit que je resterais 30 ans et j'y suis encore. Et c'est très joyeux d'être dans cette maison, et c'est très joyeux d'être avec Frédéric aussi, et avec Liliane, que je connaissais dans ma librairie à Aix-en-Provence, et déjà qui faisait Banana Split, et avec voilà, Lucie, Marie, Julie Wolkenstein qui est là, Emmanuel Bayer-Mactam. Non, mais tout, voilà. Donc j'ai rien à raconter. Non, voilà. Et puis sur l'expérience de Paul, je pense que l'exemple de la maison fait partie du paysage contemporain, et je sais pas, je sais que dans la salle il y a aussi Colette Olive des éditions Verdier. Enfin, il y a des amitiés qui se font avec d'autres maisons d'édition, qui sont où on a des projets communs. Je veux dire, on n'est pas unique. Il y a d'autres maisons qui font un travail formidable d'accueil de nouveaux auteurs, et il y a un respect mutuel de ces aventures en fait, on a en commun une exigence littéraire, on a en commun une exigence littéraire qui dépasse l'exigence commerciale. Et donc, c'est jamais facile, mais c'est merveilleusement exaltant. Mais je crois qu'il y a d'anciens stagiaires POL qui sont devenus éditeurs. Ah, donc il y a un héritage quand même aussi chez les éditeurs. Julie Wolkenstein, Emmanuel Bayer-Mactam, si vous voulez participer à la discussion ou apporter une réaction, je vous en prie, et j'ouvre aussi bien sûr la discussion à la salle si vous avez des questions pour les trois autrices et l'éditeur qui sont avec nous. Oui, donc déjà bonjour. Voilà, donc moi je vous posais une question un peu plus particulière, un peu plus précise au niveau des maisons d'édition. Donc Frédéric Boyer, effectivement, je vous posais votre question, quelles étaient un peu les difficultés rencontrées lors de la reprise de la maison d'édition? Du coup, effectivement, vous n'étiez pas l'éditeur en chef, on va dire, de la maison à la base. Et justement, est-ce que votre ligne éditoriale, qui du coup n'est pas forcément celle qui est, on va dire, pas forcément la même continuité que celle de l'auteur original, est-ce que vous essayez quand même de garder la même sensibilité qu'il avait quand il rencontrait de nouveaux auteurs pour valider ou sublimer l'œuvre d'un auteur? Merci. C'est la question difficile. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça? Non, mais d'abord, je ne suis pas lui. Et en même temps, je l'ai aimé et je l'aime toujours. Donc, il m'a. Mais quand il s'est trouvé que j'ai dû venir travailler dans cette maison avec l'équipe qui était déjà là, parce que
Bon, c'est aussi, il y a un collectif aussi dans cette maison. Hein, on a entendu Jean-Paul, mais bon, il y a d'autres personnes qui travaillent depuis longtemps déjà dans cette maison. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a Paul, bien sûr qu'après il y a l'éditeur qui décide qui fait le choix de l'éditeur. Et c'est ce qui fonde une maison d'édition. C'est le choix de quelqu'un qui lit et qui dit je veux publier ce texte. Voilà. Ça fonde l'histoire d'une maison d'édition. Mais vous le faites voilà, dans toute une équipe. Alors quand vous succédez à quelqu'un comme Paul, évidemment, vous vous dites pas, je vais tout changer. Enfin, en tout cas, je ne serais pas venu pour faire ça. Voilà. Si je suis venu, c'est pour que cette maison, de toute façon, c'était le contrat un peu qu'il y avait avec Paul lui-même, c'est pour que cette maison puisse continuer et que les autrices, les auteurs, le catalogue de cette maison puisse continuer à vivre et que tous les auteurs se disent, cette maison est toujours la mienne. Moi, c'était ma première mission, c'était que tous ceux qui étaient publiés par Paul se disent voilà, c'est toujours notre maison et on est toujours bienvenus dans cette maison. Voilà, c'était ma première mission. Après, bien sûr qu'il faut aussi publier d'autres auteurs. Donc là, vous en avez une. Il faut parce qu'une maison d'édition ne vit que parce qu'il y a il y a aussi de nouvelles œuvres qui se constituent, de nouvelles personnalités, de nouvelles écritures. Voilà. Donc, j'essaie de faire les deux. Voilà. Alors, est-ce que je vais être très brutal. Est-ce que Paul aurait publié Lucie Rico? J'en sais rien et je m'en fous. Voilà. C'est parce que sinon je deviens. Voilà, donc, et où est-ce qu'il aurait publié le prochain livre que je vais faire, qui est vraiment un livre assez compliqué de Liliane. Ah, vous allez voir. Hein, bon, j'en sais rien. C'est pas. Je peux pas me poser ces questions, sinon je deviens fou et voilà. Déjà que je suis pas bon, donc tout à fait. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qu'on essaie de faire. Et puis, vous avez 40 ans derrière et plus d'ailleurs. Parce que il y a toute une histoire derrière. Et cette histoire, elle est vivante. Donc, de toute façon, il faut se couler dans cette histoire vivante. Mais parce que je l'aime aussi, parce que je peux dire que voilà, moi, j'ai aimé cette maison. Je l'aime toujours. J'ai aimé les auteurs, les œuvres qui étaient publiées, et ça m'a pas posé de difficulté du tout. Je suis publié dans cette maison depuis 91. Voilà. Et donc, j'ai aussi tissé des amitiés avec certains. Donc, je connaissais bien la maison quand même, et je connaissais les auteurs, les œuvres. Si j'avais eu le sentiment que 80% des auteurs m'emmerdaient, bien sûr que je serais pas venu. Voilà, je serais pas venu. Donc je suis venu avec l'idée de continuer tout ça. Et pour que ça continue, il faut aussi qu'il y ait de nouvelles œuvres et de nouveaux auteurs. Et après, là où vous avez raison, c'est que bien sûr qu'on reste d'abord, les œuvres qui ont été publiées et que vous publiez. Elles imposent quelque chose finalement. Donc je vais pas j'espère que je me mets pas à publier n'importe quoi, bien sûr, par rapport à la maison. Mais c'est difficile de se juger soi-même. Voilà, moi j'essaie en tout cas de faire que le catalogue de POL soit toujours honoré, que les grandes lignes de force telles que moi je les vois puissent continuer et découvrir de nouvelles voix, de nouveaux auteurs qui vont porter l'intensité de cette maison qui est la sienne depuis 40 ans. On parlait de la poésie, mais je me fais le devoir de continuer à publier de la poésie, à m'intéresser à la poésie. Voilà, donc c'est un devoir qui est un plaisir pour moi. Mais enfin, tout ça. Oui, on essaie. Mais après, bien sûr, ça c'est avec ma personnalité. Donc ça, je peux pas juger, je peux pas m'auto-juger parce que sinon, voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonjour. Oui, vous m'entendez? Bonjour. Alors déjà, merci d'être là à tous les quatre. C'était très intéressant de vous avoir et ça donne vachement envie de rencontrer Paul. Moi, j'avais une question et j'aimerais bien avoir l'avis de vous quatre, aussi bien les anciennes générations, et les nouvelles. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez du livre enrichi et est-ce que vous y voyez un avenir? Avec les hypertextes et avec C'est un livre dont le récit littéraire est enrichi, comme son nom l'indique, par d'autres formes d'écriture. Des fictions sonores, des mini-documentaires, etc., accessibles via des QR codes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le mot DVD-ROM, ça vous dit quelque chose? Ça a été brièvement un support numérique. Les DVD-ROM, c'était en 2002, 2003, par là, non? Et j'avais eu très envie de faire un livre avec un DVD-ROM, et ça passionnait Paul, ce genre de support. Paul a été un pionnier dans le livre numérique. Il y a très tôt eu des éditions numériques de nos livres chez POL. Et donc on avait essayé d'imaginer un livre comme ça en expansion avec
Mais c'était la préhistoire, c'était très rudimentaire. Donc moi ça me passionne ces choses-là. Juste j'ai continué à faire des livres assez rudimentaires sur papier. Ça c'est ma réponse à moi. Juste une précision, les livres enrichis, c'est pas des livres numériques, c'est vraiment un livre papier. Il y a des QR codes. Oui, d'accord. Mais le DVD-ROM, c'était ça, si tu veux, si vous voulez. Je vous vois pas, alors je sais pas si vous avez 18 ans ou 50, donc je sais pas s'il faut dire tu ou vous. Mais c'était vraiment l'idée de publier un livre papier qui aurait eu une pochette avec un DVD-ROM dedans et qu'on aurait mis dans les vieux ordinateurs qu'on avait là. Et on aurait, il y aurait eu des renvois, des notes. J'avais déjà toute une architecture pour le livre et tout. Ça n'a pas eu lieu, tant mieux peut-être. Donc c'est... Et moi, ça m'intéresse. En fait, moi, j'aime le livre, et je crois que POL, c'est aussi ça. Le roman ou le livre en général comme un espace ouvert sur lui-même. Mais moi, l'idée d'aller ailleurs quand je lis un livre, j'y arrive pas. Par contre, la publication numérique, c'est un format qui m'intéresse, notamment sous forme de feuilleton. Là, on travaille sur des formes collectives avec plusieurs auteurs POL d'écriture sous forme de feuilleton numérique sur une application. Mais le livre qui s'ouvrirait sur autre chose que lui-même, moi j'y arrive pas. En tout cas, en tant que lectrice, j'y arrive pas. Et les choses qui m'intéressent pas en tant que lectrice, j'ai pas envie de les faire en tant qu'autrice. Moi, je trouve que tous les moyens sont bons pour pouvoir continuer à lire et à écrire. Mais, par exemple, je pense que le papier, c'est encore de plus fiable, parce que si on pense par exemple à certains lieux où on peut pas avoir Internet, comment on fait? S'il n'y a pas d'électricité, on peut toujours prendre une bougie. Alors avec tous les supports super numériques, je pense que là, même par rapport à ce qui nous attend au niveau des problèmes climatiques, évidemment, il faut sauver les arbres, mais je pense que les bons vieux livres, c'est encore des compagnons peut-être les plus aptes à nous accompagner. Mais je pense qu'il y a peut-être même au niveau des formes, il y a tout un travail à faire, peut-être au niveau aussi de la relation au travail collectif par rapport à des productions de formes ou d'échanges. C'est sûr que c'est très ouvert et c'est très passionnant, et je comprends que ce soit quelque chose qui passionne les gens plus jeunes. Moi-même, ça me passionne, j'ai du mal à suivre parce que j'ai du mal avec tous ces trucs. Comme l'utilisation des réseaux, je pense que c'est à la fois le poison et la solution. Mais donc, je pense aussi que c'est aux jeunes générations d'avoir de nouveaux outils, c'est tout. Donc tout ça, c'est lié à la lecture, à la voix et au fait qu'il y ait cette voie d'accès VOIE entre le livre et les lecteurs. Et c'est là où ça va se passer. Et il faut continuer faire en sorte que ça continue à se passer avec tous les outils possibles. Voilà. C'est un peu bidon ce que je dis, mais c'est ce que je pense. Non, mais en fait, c'est une question intéressante. Mais le livre enrichi, ça a toujours existé. Il y avait les enluminures dans les manuscrits. Il y a des auteurs qui ont mêlé musique, peinture, dessin. On a publié récemment chez POL des auteurs qui associent l'image au texte. Voilà. Et là, vous posez la question, mais qui est très intéressante, c'est est-ce qu'on peut enrichir un livre avec les nouveaux moyens technologiques, donc avec des QR codes, avec des... Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Moi, finalement, c'est pas la technique qui m'intéresse, c'est ce qu'on en fait, c'est au service de quoi, c'est quel texte, quel enrichissement. Moi, j'attends qu'on montre ce que cette nouvelle technique d'enrichissement permettra au livre. Voilà, c'est tout. Moi, foutre des QR codes dans un livre, spontanément, ça me passionne pas, mais si on me prouve, si un auteur, une autrice ici me vient avec un projet qui me prouve que c'est un moyen d'explorer de nouvelles écritures, ou un nouvel espace littéraire, pourquoi pas? Il faut rester, voilà. Quand on t'a présenté le projet, donc avec Hélène Zimmer, qui est une autre autrice de POL, de feuilleton numérique sur une application, Frédéric tout de suite s'est intéressé au projet éditorial aussi. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Oui, c'est le boulot. Tu t'es forcé.
Et sur la question de génération, juste parce que c'est un mot qui est revenu plusieurs fois, et moi ça me pose question toujours d'être à ces tables rondes de 40 ans, parce qu'en effet j'ai pas connu Paul, et qu'il y a cette... je sais pas s'il y a une scission entre les auteurs qui ont connu Paul ou pas, et en fait j'ai pas l'impression du tout, mais j'ai pas non plus l'impression qu'il y ait tant de générations. On a parlé de 3 générations d'auteurs, et finalement le fait aussi que les livres soient vivants, qu'on soit tous en train d'écrire, des livres, j'ai jamais eu l'impression qu'il y ait plusieurs générations chez POL, même si c'est le cas. On n'a pas le même nombre d'années, le nombre d'écriture ni de publication. En tout cas, cette question de la génération, ouais, voilà, je la ressens pas du tout. Merci de l'avoir précisé. Et une autre question. Vous avez parlé de relations privilégiées avec chaque auteur, mais je me demande combien d'auteurs sont édités dans la maison d'édition, parce que je pense que c'est problématique comme situation. Si on veut assurer le service après-vente, en quelque sorte. Et deuxième question, est-ce que chez POL, quand on envoie un manuscrit, il y a des propositions de transformation, de changement, etc. Puisque vous n'en avez pas parlé. À chaque fois, vous avez dit mon manuscrit a été accepté directement. Voilà, donc c'était mes 2 questions. Alors, c'est à moi, hélas, de répondre. Non, donc il y a beaucoup d'auteurs. Enfin, c'est pas non plus. Il y en a plus de 300 auteurs. Il y a un débat entre nous là, c'est 300 ou 400. Alors évidemment, avoir un lien privilégié avec ces 300 auteurs, c'est fatigant. Hein, c'est pas. Mais non, mais ça se passe pas comme ça. Mais de toute façon, oui, voilà, c'est comme ça que cette maison tient et tiendra. Donc mais si on le fait, c'est parce que on a du plaisir à le faire et que on est persuadé que c'est comme ça que on peut tisser une relation qui va être véritablement vivante pour que la maison soit ce qu'elle est. Voilà, bon, ça c'est. Et puis quand vous vous intéressez, en fait, c'est tout simple. Quand vous vous intéressez à l'œuvre de quelqu'un, au texte de quelqu'un, bien sûr que c'est intense. Donc, il vaut mieux que ce soit intense, et il vaut mieux avoir un lien privilégié avec cette personne dont vous admirez le travail. Voilà, c'est aussi un exercice. C'est un exercice au sens fort, au sens ancien d'admiration. Voilà, et en tout cas, moi j'aime beaucoup faire et avec lequel je suis très à l'aise. Alors, je préfère 300 auteurs que 2500 parce qu'effectivement, mais bon, voilà. Et après la question du travail sur les textes, bon, c'est une question. Je vais essayer de dire ce que comment je pense que effectivement Paul Tchaikovsky faisait, c'est-à-dire que moi je suis pas partisan de faire retravailler les textes au sens de rewriting, c'est pas le premier comment dire, c'est pas la première attente de l'éditeur. Je parle en mon nom, c'est-à-dire on attend d'abord d'être effectivement d'être conquis par un texte, par une écriture, par une forme. Alors après, on peut avoir des questions, des interrogations, on peut en parler avec l'auteur. Ça peut être des questions très précises. Donc bien sûr qu'il y a un travail avec l'auteur à partir du moment où on a lu son texte. Mais voilà, Paul expliquait quelque chose qui est un peu à la fois excessif et juste. Il disait voilà, bon, parfois il lui arrivait de dire à tel auteur ce passage-là ou je sais pas, cette forme-là, je suis pas convaincu, vous devriez l'enlever, vous devriez faire autre chose, mais je vous laisse libre. À partir du moment où on a décidé de publier le texte, bon là, donc, mais je vous laisse libre de le faire. Il arrivait que l'auteur maintienne ce qu'il avait fait, et Paul, relisant après le livre, plusieurs mois, même plusieurs années après, disait ce qui m'avait paru difficile ou peut-être problématique à la première lecture m'apparaît maintenant comme quelque chose d'essentiel, ou en tout cas dans le texte. Donc il faut faire attention, un texte c'est un corps vivant, et même moi des fois je me dis voilà, là, par exemple, c'est trop long, on dit ça souvent, c'est trop long. Bon, mais finalement la longueur aussi qui peut nous ennuyer, elle a une véritable fonction dans l'économie du texte ou dans l'économie de la lecture, dans le rythme même de la relation entre le texte et le lecteur, et qu'il faut toujours faire attention. En tout cas, c'est une maison de création, donc on privilégie la création, et c'est pas à l'éditeur de réécrire les textes au sens strict. Voilà. Moi, j'ai une petite anecdote au sujet des interventions de Paul, qui est très drôle et très intéressante. J'avais fait après les livres de poésie, j'ai fait un recueil de nouvelles, et le titre c'était Palaksh, Palaksh.
qui est une citation de Hölderlin quand il est dans sa tour, qu'il est fou. On savait pas ce que c'était. C'était quand il voulait dire oui ou non, mais on savait pas. Bon, il disait palaksh. Et en fait, après, il y avait eu des recherches et on avait appris qu'il avait eu une nourrice souabe et que en souabe, palaksh, ça veut dire bourreau. Ce qui éclairait autrement, effectivement, la soi-disant folie de Hölderlin. Et j'avais pris cette citation comme titre. Et Paul me dit, tu sais, c'est pas... personne ne savait ce que c'était, enfin en gros. Et puis il me dit, peut-être tu devrais changer le titre. Et je dis, je tiens à ce titre. Puis tout d'un coup, il se ravise, il me dit, non, garde-le, parce que quand Pérec m'a donné son manuscrit La vie, mode d'emploi, je lui ai dit, peut-être le titre, Pérec, n'est pas très bon. Et Pérec a dit, non, je le maintiens. Il me dit, alors maintenant, je m'occupe plus des titres, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc c'était effectivement, et d'ailleurs, palaksh, j'avais eu le prix Maupassant de la nouvelle avec ce livre, donc il avait bien fait de garder le titre. Enfin, j'avais bien fait. Mais moi, j'étais prête à le changer parce que je comprenais que déjà, les nouvelles, ça se vend aussi mal que la poésie. Donc, il fallait quand même faire une ouverture par rapport aux lecteurs. Parce que je dis pas qu'il faut faire la pute avec les lecteurs, mais je dis qu'il faut aussi savoir, et c'est pour ça que c'est très important l'ouverture aux lecteurs. C'est-à-dire que tout livre, il a une voie d'accès pour tout le monde. J'en suis convaincue. Il n'y a pas les livres, les livres faciles, les livres difficiles. Ce sont du formatage un peu. Et je pense que il y a une voie d'accès pour tous les livres, pour tout le monde. Bon, évidemment, il faut savoir que B à bas, ça fait bas. Mais enfin bon, c'est assez élémentaire. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais juste vous rappeler que l'anniversaire de POL se poursuit à la Criée avec les beaux jours d'Emmanuel Bayamaktam à 15h, avec Mathieu Lindon à 17h, avec la lecture de Mathieu Amalric suivie par l'entretien avec Pascal Monnier à 19h, qu'il y a aussi une rencontre avec Julie Wolkenstein au conservatoire cet après-midi à 15h30, et toujours au conservatoire, la lecture musicale de Lucie Rico et Mathilde Forger, ça sera lundi. Eh bien, il me reste à vous remercier, Marie Darrieussecq, Lucie Rico, Frédéric Boyer, Liliane Giraudon, et encore bon anniversaire. Le festival Oh les Beaux Jours remercie Frédéric Boyer, Marie Darrieussecq, Liliane Giraudon et Lucie Rico, ainsi qu'Élodie Karaki qui a animé cette rencontre. Merci à l'équipe du Théâtre de la Criée qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques des écrivains sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La 8e édition du festival Oh les Beaux Jours aura lieu du 22 au 26 mai 2024 à Marseille. Montage Arthur Jam. Voix Benoît Pacteau. Un podcast produit par Des livres comme des idées.